Présent. Merci Jérôme, voilà une belle introduction. Bonjour Arnaud, bonjour Eric. Voilà, nous sommes, comme vient de le dire Jérôme, ici pour réfléchir à la reconstruction du monde d'après, mais sur des bases, pas n'importe lesquelles, justes et durables. Et en effet, est-ce qu'il faut le rappeler, la crise mondiale provoquée par le coronavirus exacerbe les inégalités, l'instabilité financière et les dérives nationalistes et autoritaires qui existaient bien avant le confinement, mais voilà, qui sont amplifiées. Elle illustre aussi combien il est illusoire de faire reposer la prospérité économique sur la destruction des écosystèmes dont elle dépend, et comme en 2008, les États vont-ils devoir socialiser les pertes pour éviter l'effondrement de l'économie mondiale. La hausse record des déficits publics risque de justifier à terme le retour des politiques d'austérité dont les effets néfastes sont décrits dans les deux livres de mes deux invités aujourd'hui, car ils ont planché sur la question, évidemment. Arnaud Zacharie a édité aux éditions Liberté, j'écris ton nom du Centre d'action laïque, un ouvrage il y a quelques temps, pas longtemps, quelques mois, il vient de sortir, La transition écologique et sociale pour une prospérité soutenable et partagée, à vous procurer au Centre d'action laïque et dans toutes les bonnes librairies. Et Éric Toussaint, lui, a publié Capitulation entre adultes, Grèce 2015, une alternative était possible. On en reparlera dans 2 secondes. On va commencer avec Arnaud, si vous voulez bien, Arnaud. Donc, dans ce livre, je vais citer quelques titres des premiers chapitres de votre livre. Un système inégalitaire, un système insoutenable, un système instable, la récession démocratique, l'insécurité économique et culturelle et l'impasse néolibérale. Dis donc, vous nous décrivez un monde d'avant Covid vers lequel on n'a vraiment pas envie de retomber ni de retourner. Alors vous dites d'ailleurs tous les deux que le coronavirus n'a pas frappé une économie mondiale saine. Elle était déjà très flanchante, on va dire. Mais d'autres voies existent pour faire de la crise une opportunité de reconstruire et vos 2 ouvrages en sont les témoins, j'ai envie de dire. Alors, Arnaud, vous avez préparé un petit PowerPoint, c'est possible ? Oui. Pour qu'on puisse comprendre en quelques minutes le livre, en tout cas les grandes lignes, mais ça n'empêche pas la lecture du livre, évidemment, que je vous recommande. Je vous laisse la parole et puis je reviendrai avec vous pour vous poser 2-3 questions, et également à Eric pour nous parler de son livre et réagir sur le PowerPoint d'Arnaud, évidemment. Je vous en prie. Ok, merci. Donc, dans ma présentation, que je vais essayer de limiter à 10-15 minutes, je vais revenir d'abord sur le constat, et donc notamment dans les premiers chapitres du livre qui rappellent ce monde d'avant la pandémie. Et la pandémie a pour effet d'accélérer toute une série de phénomènes, pour le meilleur ou pour le pire. Et évidemment, le but de cet ouvrage, c'est d'expliquer qu'il y a des pistes pour une reconstruction écologique et sociale qui aille dans le sens d'une prospérité soutenable et partagée. Mais j'explique aussi que cette pandémie peut aggraver toutes les inégalités et les problèmes environnementaux et politiques qu'on constatait avant cette pandémie. Donc, le premier constat, évidemment, c'est le système inégalitaire. Donc, je ne sais pas si le PowerPoint peut fonctionner. Autrement, de toute façon, j'avance sans cela. Mais ah, OK. Donc, il arrive. Au niveau des inégalités, on a atteint depuis les années 80 un point où les inégalités internes ont augmenté quasiment dans tous les pays, mais où ce qu'on appelle aussi les inégalités mondiales entre les individus ont fortement augmenté. Pourquoi ? Parce qu'en ce qui concerne les inégalités de revenus, la grande majorité des revenus, on peut avancer au 3e slide déjà, au niveau des inégalités de revenus. Donc, on a une déconnexion entre la productivité et les salaires. Donc, la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises a baissé et été absorbée par la part des profits. Si on va au slide suivant, on va voir que c'est les classes moyennes qui ont décliné dans quasi tous les pays. La part de la classe moyenne a décliné et la part des emplois industriels a fortement décliné également. Et alors, si on va au slide suivant, là, on a des inégalités. Donc, sur la gauche, c'est l'évolution des inégalités de revenus à l'échelle mondiale entre 1980 et 2020. Donc, on voit plus on est sur la droite et plus on est dans les déciles. Donc, à la toute fin, c'est le % le plus riche de la planète. Comme on le voit, il a absorbé la grande partie de la croissance des revenus des 40 dernières années. Et puis, à droite, c'est la situation des inégalités de patrimoine qui est publiée chaque année par le Crédit Suisse, l'Institut du Crédit Suisse. Et on se rend compte qu'on a le %
le plus riche de la population active mondiale, qui concentre à lui seul 43% du patrimoine mondial, alors qu'on a plus de la moitié de la population mondiale la plus pauvre qui se limite à 1,4% du patrimoine mondial. Donc, on est dans des niveaux d'inégalité à l'échelle mondiale qui sont assez proches des inégalités qu'on connaissait vers 1900 en Europe, et on sait sur quoi ça a débouché, sur les guerres mondiales, sur le fascisme, sur le nazisme, etc. Alors, on pourrait se dire, et c'est le slide suivant, que grâce à des politiques fiscales progressives, on pourrait réduire les inégalités. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Ici, c'est un graphique qui compile l'évolution de la fiscalité dans les 65 pays les plus riches du monde, donc à la fois des pays développés et des pays émergents. Et on voit quoi? On voit d'une part l'augmentation de la pression fiscale sur les classes moyennes. Par contre, on voit une baisse continue de l'impôt sur les profits des multinationales, des sociétés, et une baisse tout aussi marquée de l'imposition du pourcent le plus riche. Alors pourquoi? Parce que les gouvernements sont retrouvés avec des hauts revenus et des multinationales très mobiles, donc ils peuvent délocaliser leurs revenus facilement. Et donc on s'est dit, on va les taxer de moins en moins pour les conserver ou les attirer. Par contre, il va falloir qu'on compense ça par une pression fiscale accrue sur les classes moyennes qui sont beaucoup moins mobiles. Et alors si on ajoute à cela ce qu'on appelle donc cette course au moins-disant fiscal dans le slide suivant, où on a en grosso modo, depuis 1990, l'impôt sur les sociétés qui a été divisé par 2. Vous pouvez passer au slide suivant. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici à gauche dans toutes les régions du monde. Pour ce qui concerne la zone euro, on est passé de 40% à 19% en moyenne. Et sur la droite, vous avez ce qu'on appelle les investissements fantômes, c'est-à-dire qu'on a grosso modo 40% des investissements directs étrangers dans le monde qui sont en fait des investissements fantômes. Le seul but pour les multinationales, c'est de transférer des profits dans des filiales qui se trouvent dans des paradis fiscaux. Donc, non seulement le taux d'impôt théorique a été divisé par 2, mais en réalité, on voit que des grandes firmes, à commencer par les géants du numérique, payent près de 0, voire 0% d'impôt sur leurs profits. Et si on passe au slide suivant, ça va être l'évolution de la taxation du taux marginal supérieur, comme on dit, donc la tranche des revenus les plus élevés dans chacun des pays développés. Donc, il y en a une baisse de 40% en moyenne dans les pays de l'OCDE depuis les années 80. Et là aussi, il faut ajouter l'évasion fiscale, puisque les travaux, notamment de Gabriel Zucman, nous expliquent que 80% de l'évasion fiscale des particuliers est concentrée dans les 0,1% les plus riches du monde. Donc, quand on parle d'inégalité de revenus ou de patrimoine, en fait, on n'a qu'une vision embellie de la situation, puisqu'il y a 20 à 30% de ces revenus qui sont en fait logés dans des paradis fiscaux. Donc, si on continue dans les slides, tout ça aboutit à ce que j'ai appelé la récession démocratique, y compris dans les berceaux de la démocratie libérale, au Royaume-Uni avec le Brexit, aux États-Unis avec l'élection de Trump, ce qu'on appelle aussi le national-populisme, parce que ce n'est pas uniquement des partis d'extrême droite, mais aussi des partis qui étaient par le passé des partis modérés qui se sont radicalisés. Le parti républicain aux États-Unis en est évidemment un bon exemple. Et puis s'ajoute à ça, sur le slide suivant, évidemment, la question environnementale et climatique, le changement climatique qu'on connaît. On a une décennie pour réagir si on veut être encore en ligne avec l'objectif de neutralité carbone en 2050. Mais ce qu'on voit sur le slide suivant, et ça j'insiste beaucoup là-dessus dans l'ouvrage, c'est qu'on a tendance à déconnecter la question environnementale de la question sociale, mais c'est intimement lié en termes de causes comme en termes de conséquences. Ici, on voit les causes de la pollution des émissions de CO2. Donc, on voit que les 10% les plus riches de la planète sont responsables de 52% des émissions mondiales de CO2, alors que les 50% les plus pauvres n'émettent que 7% de ces émissions. Et si on regarde du côté des entreprises pour les émissions d'origine industrielle, il y a 100 000 firmes transnationales dans le monde et 25 sont responsables de 50% des émissions de CO2 depuis la fin des années 80. Et si on prend les 100 premières, on a même les 3/4 des émissions. Donc, en fait, la concentration des richesses est derrière la pollution de l'environnement. Et malheureusement, ce sont les plus pauvres qui sont les principales victimes de ce changement climatique. Si on va sur le slide d'après, on se rend compte aussi qu'il y a un lien direct entre environnement et santé. Pas seulement en ce qui concerne la pollution de l'air et le climat, mais aussi
l'impact de la destruction de la biodiversité sur la multiplication des pandémies, même si on ne sait pas encore d'où vient exactement ce Covid-19. Ben c'est une zoonose. Les 3/4 des nouvelles maladies infectieuses depuis les dernières décennies, ce sont des zoonoses, donc des maladies infectieuses transmises de l'animal à l'homme, et c'est la destruction, la déforestation, la destruction des habitats naturels qui mettent en contact ces animaux sauvages avec les humains. C'était le slide suivant, donc vous pouvez, si c'est possible, le passer. Rapidement mettre le slide suivant. Voilà, donc c'est toutes les morts liées. Donc il y a des millions de morts qui sont évitables, mais qui sont causées par la pollution de l'air, par de la malbouffe, par exemple, et évidemment les pandémies. Donc, si on continue dans les slides, donc, ce que j'explique aussi dans l'ouvrage, c'est que ce que j'appelle la crise du grand confinement, parce que bon, on le voit ici, c'est publié par l'OIT, on est quand même 85% de la main-d'œuvre mondiale en avril 2020 qui était confinée de gré ou de force. Et donc, ça a entraîné évidemment un arrêt de l'économie mondiale qui était congelée. Donc, si on passe sur le slide suivant, on se rend compte que ça a exacerbé les inégalités dans des proportions tout à fait dramatiques. Donc, le monde d'avant était inégalitaire, mais ce à quoi on est en train d'assister actuellement est dramatique. Sur la gauche, vous avez l'évolution de l'extrême pauvreté. Donc, c'est plus de 120 millions de personnes qui ont basculé dans l'extrême pauvreté rien qu'en 2020, et on annonce 140 à 160 millions de plus en 2021. Par contre, vous voyez que sur la droite, c'est l'augmentation des revenus des milliardaires dans tout un échantillon de pays en bleu foncé. Donc, on a un phénomène que je vais expliquer tout de suite après, qui en fait exacerbe les inégalités, mais enrichissent aussi les milliardaires, alors que ça appauvrit les plus pauvres, et notamment les travailleurs non qualifiés qui ne peuvent pas télétravailler, qui voient leurs revenus baisser, voire leur travail perdu ou remplacé par la robotisation qui s'accélère durant ce grand confinement. Donc, dette publique record, puisque c'est le bazooka budgétaire des États, quoi qu'il en coûte, dit-on, pour congeler l'économie. Donc, ce n'est pas des plans de relance, c'est des plans de sauvetage pour maintenir l'économie artificiellement en vie. Et pour éviter une crise de la dette, c'est le slide suivant, les banques centrales ont sorti le bazooka monétaire. Donc, on voit sur la gauche que, en ce qui concerne la Banque centrale européenne, elle a en fait émis autant de monnaie que les États ont émis de dette. Donc, en fait, la Banque centrale européenne a racheté toute la dette des États, mais ce dont on parle moins, c'est que sur la droite, la Banque centrale européenne refinance les banques à hauteur de 1 308 milliards d'euros à des taux d'intérêt négatifs allant jusqu'à moins 1%. Donc, on paye les banques pour qu'elles fassent leur métier. Et le gros problème de tout ça, c'est le slide suivant, c'est que la politique monétaire expansive a pour effet positif d'éviter une crise de la dette des États et des entreprises et des banques, mais le gros problème de l'expansion monétaire permanente, c'est que ça crée des bulles financières et immobilières. Pourquoi? Parce que les banques sont financées, et donc comme il n'y a pas d'activité économique, elles investissent une bonne partie de cet argent sur les marchés financiers, sur les marchés immobiliers. Donc les prix montent, ça bénéficie à ceux qui détiennent des immeubles ou des actions, tous ces milliardaires qu'on voit s'enrichir depuis le début de l'année 2020. Et les banques financent l'économie sans aucun critère. Donc, on voit des centaines de milliards d'euros et de dollars qui sont investis dans les énergies fossiles, dans les activités polluantes. Et donc, ça exacerbe aussi les risques climatiques, ce qu'on appelle les signes verts dans le vocabulaire financier, c'est-à-dire des actifs financiers qui sont valorisés à 100%, mais qui sont liés à des énergies fossiles dont tous les gouvernements expliquent qu'ils vont sortir. Donc, il peut y avoir des dévalorisations très importantes de ces actifs qui créeraient des risques financiers. Donc, ça inquiète de plus en plus, d'ailleurs, les banquiers centraux. Mais donc, quand on voit cette photographie, donc certes, on n'a pas une crise de la dette, mais et si l'expansion monétaire est permanente, on va vers une exacerbation des inégalités sociales, comme on le constate déjà depuis l'année dernière, et une exacerbation des risques climatiques qui peuvent déboucher sur des risques financiers, donc des crises financières qui, à leur tour, vont exacerber les inégalités, comme c'est toujours le cas. Donc, c'est pourquoi il faut une reconstruction écologique et sociale, et surtout pas revenir vers l'austérité, la course à la compétitivité et à la recherche de la confiance des marchés. On entend déjà ces discours à profusion. En Belgique, la secrétaire d'État au budget a annoncé qu'il fallait serrer la ceinture dans les 10 prochaines années. Donc, ça serait de la folie économique et sociale, de la folie démocratique, mais aussi de la folie environnementale, parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'après 2011, les investissements européens dans les énergies renouvelables ont été divisés par 3 et n'ont jamais remonté depuis lors.
Alors, il y a quatre chapitres, quatre grands piliers pour la reconstruction. Le premier, donc c'est le slide suivant, c'est la transition écologique. Évidemment, la transition énergétique pour sortir des énergies fossiles, d'investir dans les énergies renouvelables, à commencer par l'énergie solaire et éolienne. La question de l'agroécologie pour sortir du modèle d'agro-business, ce qui permet, ce qui est bon pour l'environnement, mais aussi pour la santé, pour l'emploi, ça crée beaucoup plus d'emplois et ça évite la déforestation qui exacerbe en plus les zoonoses, comme je le disais tout à l'heure. La transition industrielle, donc des nouveaux paradigmes économiques, à commencer par l'économie circulaire pour recycler les ressources naturelles, le C2C qui est le recyclage à l'infini, donc de dire on va en fait arrêter d'extraire des ressources et faire du déchet la ressource. Et puis l'économie de la fonctionnalité qui est, par exemple, les voitures partagées ou les vélos partagés. Ça fonctionne pour les biens que l'on peut échanger. Et donc, le fabricant d'une voiture, si on généralise les voitures partagées, c'est l'inverse de l'obsolescence programmée. Il aura intérêt à avoir des produits dont l'espérance de vie est la plus longue possible, puisqu'il tire ses profits de l'utilisation du bien plutôt que sa vente une bonne fois pour toutes. Et puis la question des modes de vie durables, donc avec à la fois la mobilité et l'habitat avec la rénovation des bâtiments. Donc, je n'entre pas dans les détails. Mais cette transition écologique, donc là, on voit bien, en tout cas pour la transition énergétique, qu'on va dans cette direction-là. Est-ce qu'on ira suffisamment rapidement? Ça, c'est la question. Mais on voit aussi qu'il y a un risque d'avoir un simple autocollant vert sur le même système inégalitaire. Et donc, là, c'est tout le chapitre de la transition juste. C'est renforcer la protection sociale, y compris en développant une nouvelle branche de la sécurité sociale pour protéger les plus vulnérables contre les crises écologiques, contre les crises environnementales. Mais bon, on le voit avec la pandémie actuelle, que ce sont les pays qui ont les systèmes de protection sociale les plus performants, qui ont les capacités de faire face à des chocs d'une telle ampleur. La question de la justice fiscale, évidemment, l'équilibre entre la taxation des revenus du travail et du capital. Le FMI en avril, donc le mois dernier, a sorti son plan anti-crise en disant qu'il faut taxer les plus riches et les entreprises gagnantes de la crise. Donc, si le FMI le dit, on ne va pas le contredire pour une fois. Et puis, plus de progressivité dans l'impôt des personnes physiques, un impôt sur les grands patrimoines, un taux minimum mondial d'impôt sur les sociétés pour enrayer cette course au moins-disant fiscal que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, la lutte contre l'évasion fiscale sont des sujets qui sont sur la table, qui sont en discussion aux différents niveaux de pouvoir jusqu'à l'OCDE. La question du travail décent avec la sécurité d'emploi, salaire minimum et maximum, le fait de garantir que toutes les allocations sont supérieures au seuil de pauvreté, donc ça éradiquerait la pauvreté, la question de la réduction du temps de travail, et puis l'imposition des normes sociales et environnementales dans les accords de commerce. Et puis, il y a la question du financement de cette transition, donc c'est le slide suivant, avec donc, tout ce débat, comme je le disais, on voit qu'il y a on appelle déjà au retour à l'austérité. Donc, on a un peu oublié en Europe parce qu'on a suspendu les règles budgétaires jusqu'à fin 2022, mais et absolument rien qui est décidé à partir du 1er janvier 2023. Et rappelons-nous qu'après 2008, c'est surtout en 2011 que l'austérité est arrivée. Donc, ça va devenir de nouveau le débat. Donc, il faut au contraire investir dans cette transition écologique et sociale. On a tout intérêt à le faire pour éviter un retour en récession d'un point de vue économique. En plus, on a des taux à 10 ans qui ont été négatifs pendant longtemps. On est aujourd'hui autour de 0,2%. Donc, on est dans une conjoncture en fait, qui est tout à fait favorable aux investissements dans les secteurs d'avenir. Mais pour ça, il va falloir réviser le pacte de stabilité et en tout cas sortir des règles budgétaires, des investissements dans le Green Deal, comme on l'appelle, dans la transition énergétique. Autrement, on va se retrouver avec les mêmes problèmes qu'il y a 10 ans. La question de la mobilisation des ressources propres de l'Union européenne, qui est malade de sa dépendance envers les contributions des États membres. Donc, il faut des taxes européennes sur les transactions financières, sur les grands patrimoines, sur les géants du numérique, sur l'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, etc. Là, il y a une opportunité aussi parce que le Parlement européen a exigé qu'il y ait cette mobilisation de ressources propres pour financer le fameux plan Next Generation de l'emprunt commun de l'Union européenne. La question de la régulation bancaire, notamment le fait d'imposer une taxonomie, mais qui est en discussion aussi au niveau européen, donc d'avoir une véritable taxonomie qui va définir les activités qui ne sont pas durables et imposer
aux banques par défaut de n'offrir que des produits responsables, comme on dit, à ses clients, parce qu'autrement, pour l'instant, la finance responsable, c'est une niche, donc ce qui veut dire que la majorité des placements sont irresponsables, ce qui est quand même une aberration. Et puis la question de la politique monétaire, hein, je l'ai dit, elle a pris une place tout à fait centrale dans l'économie. Donc elle est en train de refinancer l'économie à l'identique, hein, le monde d'avant à l'identique. Donc il faut absolument sortir de ces programmes de rachat tous les actifs polluants liés aux énergies fossiles. Autrement, il y a une incohérence totale à dire on va vers le Green Deal et pendant ce temps-là, sans tambour ni trompette, la Banque centrale est en train de financer toutes ces activités polluantes. On peut convertir toutes ces obligations sans créer une nouvelle monnaie en obligations vertes une fois qu'elles arrivent à échéance. Donc ça, on peut le faire tout à fait. Mais on peut aussi avoir des mesures plus ambitieuses, comme le fait de transformer en dette perpétuelle cette dette Covid ou de la transformer en investissement vert, hein, en octroyant des annulations de dettes qui se trouvent dans le bilan de la Banque centrale en échange d'investissements verts. Et donc là, ce serait l'antithèse des politiques d'austérité. Et puis, bon, je termine là-dessus, c'est la transition démocratique. Ce n'est pas le tout de définir le cap où on veut arriver. La manière dont on y arrive est tout à fait importante. Et donc là, c'est toute la question du renforcement de la démocratie participative et délibérative, la question de la démocratie économique dans les entreprises, avec sortir de ce poids démesuré dans les mains des actionnaires et des CA qui reflètent en fait les intérêts des actionnaires, avoir beaucoup plus d'équilibre en faveur des salariés. Et puis la question du droit d'asile, des voies sûres et légales de migration, et plus généralement de l'universalité des droits humains, puisqu'on voit bien, et on le voyait dans le monde d'avant, que certains prônent la prospérité des uns au détriment des autres, en commençant à créer des catégories sociales ou culturelles. Et ça, c'est ce qui a fait le lit et ce qui continue de faire le lit du repli identitaire. Et le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est au contraire alimenter ces discours identitaires qui masquent en fait les véritables problèmes économiques, sociaux, environnementaux et démocratiques. Donc voilà en résumé. Eh bien, Arnaud, il y a du boulot quand même. Éric, qu'en pensez-vous? Alors, il y a deux choses. Premièrement, on va dire à tous ceux qui nous suivent, je suis certaine qu'il y a un tas de questions qui fusent dans leur esprit, donc de ne pas hésiter à maintenant, on va laisser quelques secondes, voilà, bien réfléchir et poser les questions à Arnaud, toutes celles qui vous traversent l'esprit. Par quoi faudrait-il commencer, Arnaud, Éric? Je suis certaine que vous avez une petite idée là-dessus. Je sais qu'Arnaud, vous prônez même un Green New Deal. C'est par là que vous commencez en ce moment? Bah oui, parce que bon, quand on lit les médias, on passe du Green Deal au Green New Deal et même parfois des travaux académiques. Réexpliquez-nous. Le Green Deal, c'est le plan européen de neutralité carbone en 2050. Donc, c'est exclusivement climatique et environnemental. Il n'y a aucune dimension sociale. Le Green New Deal, c'est un projet qui a été développé par l'aile gauche du Parti démocrate et notamment par Ocasio-Cortez. Ça a été repris dans les programmes électoraux, notamment d'Elizabeth Warren et de Bernie Sanders. Et donc là, ces trois piliers, c'est certes la transition écologique vers la neutralité carbone, mais c'est aussi la question de la protection sociale et de la garantie d'emploi, et c'est aussi le respect des droits des minorités. C'est important de passer du Green Deal au Green New Deal parce qu'autrement, on a eu l'exemple des Gilets jaunes, penser qu'on va uniquement convertir les sources d'énergie de l'économie en faisant reposer sur le dos des plus pauvres et des plus vulnérables l'effort le plus important, puisque eux n'ont pas les moyens de financer cette conversion, alors on va avoir de gros problèmes sociaux qui vont mettre à mal ce Green Deal et cette transition écologique. Donc, attention. Et donc, il y a un gros enjeu dans les ONG, dans les mouvements sociaux et citoyens, dans la société civile en général. C'est en gros que Greenpeace parle à la FGTB pour caricaturer, parce que on voit bien que, par exemple, dans le secteur aérien, oui, le secteur aérien, il faut peut-être moins prendre l'avion, mais il y a aussi des gens qui travaillent, donc il ne suffit pas de dire on ferme un secteur du jour au lendemain. Et donc, il y a un gros enjeu de concertation sociale, d'accompagnement social et donc de renforcement de l'agenda social. Et ça, c'est l'agenda du Green New Deal. Éric Toussaint, historien.